Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans ce chapitre l'affirmation du pouvoir royal au temps de la dynastie des Capétiens et de celle des Valois, c'est-à-dire du XIe au XVe siècle. Pour cela, dans ce chapitre, nous nous appuierons sur l'étude de personnages et d'événements significatifs qui nous permettront de découvrir l'émergence de l'État en France et de quelle façon le roi s'est imposé progressivement comme une autorité souveraine et sacrée. Nous verrons aussi de quelle façon se traduit dans l'espace le regroupement territorial du domaine royal entre le XIIe et le XIIIe siècle et jusqu'au XVe siècle, et comment justement, après la guerre de 100 ans, la fidélité du peuple à la monarchie s'en trouve renforcée. Il s'agit donc, dans ce chapitre, de comprendre l'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois, qui permet ainsi au gouvernement royal de poser les bases d'un État moderne, d'une part en s'imposant face aux pouvoirs féodaux, d'autre part en étendant son domaine, mais aussi en développant un appareil administratif plus efficace pour le contrôler, pour contrôler l'État évidemment. Pour commencer, je vous propose de prendre la double page de votre manuel, pages 108 et 109, qui représentent ces deux enluminures que vous avez là. Donc ces deux documents vont nous permettre d'identifier deux rois, Louis VIII et Louis XI, qui appartiennent à deux dynasties. D'une part pour Louis VIII, celle des Capétiens, et Louis XI, celle des Valois. Ces deux documents représentent aussi des moments importants d'un règne. Le premier moment, c'est le sacre, lorsque l'on devient roi, et le deuxième, c'est des réunions des États généraux. Les États généraux, c'était quand le roi réunissait des conseillers, c'est-à-dire des grands du royaume. Ces grands du royaume avaient pour objectif de lui donner des conseils. Voilà. Il ne décidait pas seul, il décidait avec les États généraux. Sur ces deux documents, nous pouvons identifier le personnage du roi, ici pour Louis VIII et ici pour Louis XI. Nous pouvons identifier le roi grâce notamment à ses attributs royaux. On retrouve la couronne, le sceptre ici qui va être donné à Louis VIII, l'emblème de la royauté qui est la fleur de lys que l'on retrouve sur les deux miniatures, et la couleur bleue qui est aussi la couleur de la royauté. Alors, à partir de ces deux documents, je vous demande de compléter le tableau qui est ici, donc de le recopier ce tableau dans votre manuel et de le compléter. Une fois que vous l'aurez complété, vous essaierez d'analyser les réponses que vous avez trouvées en répondant à la question « Quelle différence remarquez-vous entre les deux situations représentées ?» Est-ce qu'il y a une évolution entre les deux situations qui sont représentées? Peut-on en déduire quelque chose par rapport à l'affirmation du pouvoir royal, par rapport à l'évolution de l'affirmation du pouvoir royal? Est-ce que ces miniatures sont représentatives de cette évolution? Alors, quelques informations en plus sur Philippe Auguste, non, pardon, sur Louis VIII que vous avez ici. Louis VIII est le fils de Philippe Auguste. Il est le premier Capétien à ne pas avoir été sacré du vivant de son père. Ce qui prouve que les progrès de l'autorité royale, puisqu'il n'a plus besoin d'avoir son père pour légitimer sa succession. Le roi est ici couronné par l'évêque de Reims, qui va lui poser la couronne sur la tête. À droite, ici, il y a un homme d'église qui va lui remettre les insignes de son pouvoir, le sceptre et la main de justice. Donc le roi est couronné par l'évêque de Reims, puisque le pouvoir royal est considéré comme venant de Dieu.
Donc l'Église intervient dans la transmission de ce pouvoir royal. C'est l'Église qui donne le pouvoir au roi. Dans le document 2, nous voyons le roi qui est assis sur son trône. Les 5 personnages qui l'entourent immédiatement sont certainement des grands du royaume, les grands personnages du royaume. Les états généraux, là, comme je vous le disais précédemment, permettent au roi de dialoguer avec son peuple. Ils discutent de l'impôt pour financer les guerres et donc ils aident le roi. Mais à partir de 1484, les états généraux ne sont plus convoqués. Le droit royal s'impose sans que l'on demande le consentement. C'est-à-dire que le roi décide tout seul. Il ne demande plus de conseil à personne à partir de 1484. Ça signifie aussi que nous sommes en marche vers la monarchie absolue. Alors, je vous propose ensuite de recopier l'introduction dans votre cahier, ainsi que de recopier les définitions de dynastie et d'État qui sont à la page 111. La problématique, donc ce que nous allons essayer de démontrer dans ce chapitre, c'est de comprendre comment dans le royaume de France, les rois capétiens et valois s'imposent face aux grands seigneurs. Bien évidemment, vous recopiez cette problématique dans votre cahier. Vous notez le grand 1, l'affirmation de l'état monarchique, et vous répondez aux consignes de votre manuel à la page 111, les consignes 1, 2, 3 et 4. D'accord ? Donc ces documents vont vous permettre d'observer l'évolution du royaume de France entre le XIe et le XVe siècle. Ces documents vont vous permettre de vous situer dans le temps et dans l'espace, comme nous le faisons habituellement lorsque nous commençons un chapitre d'histoire. La frise chronologique vous permettra de découvrir les grandes étapes de cette affirmation du pouvoir royal et quels sont les souverains qui ont le plus contribué. Et les cartes du royaume de France vous permettront d'étudier l'extension du domaine royal du XIe au XVe siècle. Donc je vous laisse découvrir cette double page et répondre aux questions. Ainsi, juste quelques petites indications. Voilà. Dans cette double page, le document 5 vous présente les gisants de la basilique Saint-Denis. Alors la basilique Saint-Denis, c'est la nécropole royale, c'est-à-dire qu'elle est le lieu de rassemblement des sépultures royales. Donc tous les rois capétiens, de Louis VII à Louis XI, y reposent tous, ainsi que certains Valois. Et progressivement, la nécropole a reçu aussi une sépulture non seulement des rois et des reines, mais aussi des membres de la famille royale, ainsi que de grands serviteurs du royaume que les rois voulaient honorer en les autorisant à reposer auprès d'eux. Et donc, ces rois et ces grands du royaume étaient représentés sur leur lit de mort sous la forme d'une statue. C'est ce que l'on appelle les gisants. Alors, poursuivons. Après avoir répondu aux questions de la double page 110 et 111, vous noterez sur votre cahier cette trace écrite. D'accord ? C'est le résumé, c'est la leçon du grand 1. Passons maintenant au grand 2. L'affirmation des premiers rois capétiens. Donc l'objectif est de voir comment les premiers capétiens s'imposent face aux seigneurs. Donc pour cela, vous prenez votre manuel, pages 111 et 112. Donc nous allons voir comment les premiers capétiens commencent à affirmer leur pouvoir royal. Donc pour cela, vous répondrez aux questions qui se trouvent pages 112 et 113. Questions 1, 2, 3. Je vais cependant vous donner quelques indications complémentaires au sujet des documents que vous avez sur cette double page. Alors le document 1 qui est ici explique le couronnement de Hugues Capet en 987.
987, c'est une date facile à se rappeler, hein, 987. D'accord? Alors, le 22 mai 987, meurt le roi carolingien Louis V, qui était âgé de 20 ans. C'est le dernier roi carolingien puisqu'il n'avait pas de descendants. Donc, comment faire? Quel roi, quel roi peut-on mettre sur le trône de la monarchie française? Alors, pour cela, les grands du royaume, les princes et les fidèles du roi se réunissent et deux candidats sont possibles. Mais l'évêque Aldabéron choisit de soutenir Hugues de France face à l'autre candidat qui était Charles de Lorraine, qui était pourtant un carolingien, c'était le dernier carolingien vivant, mais qui, comment dire, n'était pas assez puissant pour l'évêque et qui n'avait pas une vie suffisamment correcte, d'après l'évêque, pour accéder au trône de France. Donc, l'évêque Aldabéron défend la candidature de Hugues de France et c'est lui qui sera élu. Donc le roi est élu par les grands du royaume, mais ça ne se reproduira plus par la suite. Par la suite, on deviendra roi de père en fils, d'accord? Le document 2 là représente la scène de l'hommage qui rappelle les liens d'homme à homme qui unissent un seigneur et son vassal dans le monde féodal. Ce document souligne aussi l'importance symbolique des gestes. Dans cette pyramide féodale, le roi occupe une place particulière. Il est au-dessus de tous les seigneurs. Il est le suzerain des suzerains. Alors, cette miniature illustre la fin du conflit entre Hugues Capet, élu roi en 987, et le dernier carolingien, justement, Charles de Lorraine, qui lui aussi était susceptible d'accéder au trône. Donc Charles de Lorraine ne se résignait pas à la défaite, il ne se résignait pas à avoir perdu le trône de France, et il s'enferme donc dans la ville de Laon, capitale royale des derniers rois carolingiens. Finalement, la ville est livrée par trahison à Hugues Capet, que vous voyez debout sur le pont-levis, et qui reçoit les clés de la ville des mains de son évêque, de l'évêque de la ville. D'accord? Et pour terminer, nous retrouvons là aussi le couronnement de roi de France. Cette miniature est similaire à celle que nous avions étudiée dans l'introduction, d'accord? Donc, pendant toute la dynastie des Capétiens, la chance que cette dynastie a eue, c'est qu'à chaque génération, il y avait un héritier mâle, donc un garçon susceptible de devenir roi. Et il en fut ainsi jusqu'à Philippe Auguste. Donc jusque-là, le fils aîné est systématiquement associé au pouvoir du vivant de son père. Ici, cette miniature représente le sacre de Philippe Auguste à Reims, qui est couronné par l'archevêque Guillaume de Champagne, et on retrouve encore les signes visibles de la monarchie, la fleur de lys, la couronne, la main de justice. Et c'est aussi à cette période que tous les rois de France sont couronnés à Reims. Reims devient le lieu où sont couronnés tous les rois de France. Bien, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Et j'ai oublié de vous dire que pour terminer, il fallait aussi recopier cette leçon dans votre cahier. Donc cette fois-ci, je vous souhaite vraiment bon courage et nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir, à bientôt.